Déborah Damblon, je suis très heureux de vous revoir, même si c'est à travers ces écrans auxquels nous sommes contraints par Covid interposé. Alors, ma première question porte sur ce qui vous a conduit à publier un livre, à écrire un livre et à le donner à publier après toutes ces années où vous avez promu les livres, où vous avez été libraire, où vous avez des chroniques consacrées aux livres jeunesse. Vous êtes vraiment passé de l'autre côté du miroir, si j'ose dire, en écrivant et en publiant votre premier livre de fiction, une nouvelle qui paraît dans la merveilleuse collection et très prolifique collection Opuscule chez Éric Lamirois. Le titre en est « Le faire ou pas ». Non, j'ai oublié si le titre complet, c'est pas « Le faire ou ne pas le faire ». Enfin, donc, c'est le faire ou pas, vous avez raison. Le faire ou pas. Alors, première question, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Déborah Damblon et dans sa main pour prendre la plume à un moment donné et se dire j'ai envie d'écrire une histoire et voilà l'histoire que j'ai envie d'écrire? C'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est une question très difficile. C'est compliqué pour moi d'y répondre. Ça s'est fait comme ça. Alors, le Covid, les écrans interposés, tout ça, il y a du négatif. Et puis pour moi, il y a peut-être eu du positif de me dire, ben, je le fais ou je le fais pas. Ok, et ben si je le faisais. Je pense qu'en fait, des histoires dans la tête, ça fait quand même un paquet d'années que j'en ai. J'étais une petite fille qui se racontait beaucoup d'histoires, enfin qui se racontait, qui aimait se raconter des histoires en partant des livres qu'elle avait lus et tout ça, tout ça. Donc oui, des histoires dans la tête, j'en ai beaucoup, beaucoup. Mais comme vous dites, après moi j'ai fait beaucoup d'académies en théâtre, en déclamation, donc depuis très jeune, je me suis frottée à des textes, à des grands textes, et puis ça rend humble, et puis quand on est un peu, qu'on n'est pas le roi de la confiance en soi, ben ça, on se dit, bah non, quoi, eux, mais pas moi. Et puis après, ben, j'étais, comme vous dites, libraire, chroniqueuse, donc ça fait des dizaines d'années que je fréquente des gens qui écrivent et qui écrivent bien et que j'admire pour ça. Et comme vous dites, moi, mon plaisir, c'est de promouvoir les auteurs que j'aime et qui me passionnent. Et donc se dire, je vais me mettre, même petitement, sans diminuer ce que fait Éric Lamirois avec Opuscule, qui est grand, même si ce sont des petits formats. Mais voilà, faut oser. Il faut oser le faire. Là, peut-être que justement, c'était un petit format, ça me faisait moins peur. Et puis, je l'ai fait comme ça en me disant, tiens, je vais écrire une histoire et puis on verra. Et puis, il faut dire la vraie vérité, c'est que j'ai eu un ange dans le dos hein, qui va pousser, pousser, pousser. Et cet ange, vous le connaissez bien, Jean, parce que c'est Corinne Hoops. Ah oui, 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 oui. Voilà, La poète, Corinne, romancière, Corinne. voilà, Oui, oui, non. talentueuse Oui, s'il oui, en est. Et Corinne, bah, en discutant, ah, tu écris, oui, voilà, elle a lu ce que j'écrivais. Et puis, et Corinne, vous la connaissez, elle est acharnée. Alors lui, et tu l'as fait, et tu as envoyé, et voilà. Donc, en fait, sans Corinne, on n'aurait pas l'opuscule dans les mains, je crois. Alors, je dois vous avouer qu'en lisant le titre, Le faire ou pas, je me suis dit, mais sans avoir ouvert, sans rien savoir, j'aime bien ne rien savoir d'un livre avant de le découvrir, je me suis dit, sans doute que Déborah va écrire sur cette démarche qui consiste à franchir le pas d'écrire. Parce que j'imagine que pour quelqu'un qui, comme vous, est libraire, chroniqueuse, est une lectrice hors catégorie, tellement vous êtes amené à lire, l'angoisse de la page blanche doit être encore plus terrible et paralysante, puisque vous savez tout ce que vous reprochez aux auteurs quand vous n'aimez pas ce qu'ils écrivent, et vous savez aussi tout ce qui fait d'un livre quelque chose qui nous porte, qui nous élève. Oui, alors, donc effectivement, ça ne parle pas de ça, et en même temps, ça parle de ça, parce que là, ben, le personnage principal, elle est, d'ailleurs, on ne le sait pas tout de suite dans le petit récit, elle est aux prises avec un questionnement, est-ce qu'elle va le faire ou pas le faire? Et il faut aller, bon, chacun le découvre. On va pas dire ce dont il s'agit. Ah Hein. ben non, On va pas ah le dire. ben non, bien sûr, On va et faire chacun le attention. découvre à un moment du récit, plus tôt ou plus tard, selon voilà,
j'allais dire la finesse, mais c'est pas la finesse, ou la connaissance de chacun. Ou l'intuition aussi, hein, Ou et à un l'intuition. moment donné, il y a des indices qui donnent à penser que Ah ça bah oui, pourrait être ceci ou cela. mais oui, oui, oui. Et Et, donc, et donc, alors, ma question portait plus sur tous ces obstacles qui viennent en fait de votre compétence spécifique. Comment est-ce que vous les avez surmontés? voilà, alors vous parliez d'angoisse de la page blanche. Moi, c'est pas l'angoisse, j'ai pas peur parce que les idées, ça va. Hein, j'ai des tas. Regardez, il y a des romans de science-fiction, de fantasy, il y a plein de choses là-dedans. Je mettrai des petites paillettes. Plein de choses là-dedans. Mais effectivement, c'est l'angoisse du mot juste, c'est l'angoisse de la bonne phrase, c'est se dire, ça c'est paralysant. En tout cas, pour moi, c'est paralysant. Là, c'était un petit texte, je l'ai écrit avec Corinne dans le dos, avec Corinne qui a beaucoup relu, et en réfléchissant et en me disant, est-ce que j'ai le droit, mais effectivement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus inhibant. C'est de me dire, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'aller rajouter quelque chose à l'ensemble des merveilles qui existent. Chacun pourrait se le dire, et alors plus rien ne serait renouvelé dans les librairies. Alors, en lisant le récit, en laissant la nouvelle, c'est une nouvelle, c'est un mini-roman, on se rend compte que vous avez choisi l'option de la narratrice à la première personne du singulier. Est-ce que ça vous aidait, vous parveniez plus facilement à vous mettre à la place de votre personnage qui est purement de fiction, mais ça vous permettait d'entrer dans ce personnage qui, au départ du roman, ça on peut le dire, se trouve dans une situation sociale complètement basculée, bouleversée, où on pense un petit peu à la situation du Covid, aux crises économiques que ça crée. Et puis c'est le jeu qui vous permet d'entrer vraiment à l'intérieur du personnage. En vrai, non. C'était une complication en plus. C'était une complication en plus de bien faire la part, parce que comme vous dites, il s'agit d'un personnage. Alors il y a probablement, mais dans tout, hein, je pense que dans Tolkien, quand il écrit des histoires d'elfes, il y a beaucoup d'autobiographiques. Je pense qu'il y a toujours de l'autobiographique. Mais où est-ce que se niche l'autobiographique? Ça, c'est amusant, évidemment, de se poser la question. Mais là, effectivement, c'est une histoire, c'est pas moi, c'est un personnage. Il y a peut-être des choses qui me sont arrivées, peut-être d'autres pas. Mais non, pour moi, c'était plus compliqué parce que quand on raconte une histoire en elle ou en il, ben, c'est clairement quelqu'un d'autre. Donc, on est ailleurs et c'est plus facile de construire un personnage. Maintenant, ici, par rapport à ce récit-là particulier et à cette histoire-là en particulier, je trouve que si je l'avais raconté de l'extérieur, on aurait été moins aux prises avec elle dans ses hésitations par rapport, dans ses peurs, dans ses questionnements par rapport à sa décision. Je pense que c'eût été moins fort de l'écrire si je l'avais écrit en elle, et donc le jeu s'est imposé. Mais ce n'était pas une facilité, donc Ah oui. au contraire. Et là, vous en avez discuté aussi avec votre mentor, Corinne Hooks, de cet aspect-là, de comment adopter le point de vue, qui quand même est une des bases d'un récit romanesque. Non. Le récit lui-même, l'histoire elle-même, Corinne, c'est mon ange pousseur et relecteur. Elle m'a donné de très très bons conseils à la relecture, mais l'histoire, la construction de l'histoire, de quoi ça allait parler, par où ça allait passer, ça c'est moi. Alors, sans bien sûr dévoiler, c'est toujours un peu compliqué de faire ce genre d'interview parce qu'on ne peut pas trop en dire, mais il faut quand même en dire un peu. Il y a aussi c'est aussi, on pourrait dire, un road movie, ce roman, puisqu'on chemine dans Bruxelles, Ouais. on chemine dans différents quartiers de Bruxelles que l'on reconnaît et qu'on voit à travers le regard de ce personnage qui hésite à faire ou pas ce qu'on ne dira pas. Alors, ça, c'est une manière de travailler aussi. Est-ce que vous faites comme à la Simenon, en ayant des plans de la ville de Bruxelles, en vous disant je vais fonctionner en suivant des trajectoires cohérentes, ou bien ce sont les souvenirs, ou bien c'est aller sur place pendant le confinement, se promener à Bruxelles plus longtemps et plus volontiers que quand vous travaillez 8 heures Ça m'aurait donné une bonne excuse, hein, genre, ça m'aurait donné une bonne excuse. Mais comme je ne suis pas domiciliée à Bruxelles, je ne confine pas à Bruxelles, et donc je n'ai pas pu aller me promener. Alors, non, je n'ai pas pensé au coup de la carte et à bien regarder. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le récit, on voit quand même
ça c'est autobiographique. À un moment de l'histoire, le personnage dit qu'elle n'a vraiment pas le sens de l'orientation. Ça, je vous le partage ici. C'est clairement autobiographique, c'est moi. Aucun sens de l'orientation. Et donc, on a des endroits morcelés. On a des endroits que, effectivement, je connais bien. Et j'ai pris des endroits. C'était amusant. Donc, en fait, c'était en réfléchissant qu'est-ce que c'était Bruxelles, comment je peux me souvenir de certains endroits sans y aller, puisqu'on était dans l'enfermement du confinement. Et ça, c'est mon problème à moi, c'est je relie pas bien les endroits entre eux. Et donc, on a des endroits comme ça, mais on n'a pas tellement de comment on y va. D'ailleurs, elle évalue mal les temps de trajet, hein, si je me souviens bien. Oui. Alors, on ne va pas conseiller donc à ceux qui vont lire ce livre de s'en servir comme guide touristique dans Bruxelles parce qu'ils risquent de pour aller d'un endroit à l'autre, donc pour découvrir l'endroit lui-même, ce que je dis de l'endroit est à peu près réaliste, oui. Alors, une autre interrogation qui m'est venue en lisant votre livre, que j'ai beaucoup aimé, qui se lit d'une traite, c'est très fluide. On suit. En plus, on est quand même aussi happé à se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire ou pas, hein? On est quand même tenu par ce fil-là qui nous tient en haleine. Alors, l'interrogation que j'avais était, vous êtes une spécialiste du roman jeunesse, vous êtes intéressé très fort à cette littérature que vous connaissez bien. Est-ce que dans le contexte du confinement, en passant maintenant à ce statut d'écrivain, vous avez hésité à vous orienter vers un roman jeunesse plutôt qu'un roman court comme celui-ci, qui est un roman de littérature générale? Est-ce que là, il y a une tentation de tester la littérature jeunesse? Vous voulez que je vous dise tous mes secrets, hein, Jean? Oui, bien sûr, il y a tentation, mais peut-être que comme c'est le domaine, comme vous dites, que je connais le mieux, dont je suis la plus proche, ou je suis la plus proche des auteurs, c'est peut-être encore plus inhibant. Ici, au fond, j'allais, alors que vous dites c'est un texte court, c'est moins impressionnant un texte court. Je ne l'ai pas fait dans l'idée de l'envoyer à Éric Lamirois pour en faire un opuscule au départ. C'était un petit peu comme ça, une nouvelle qui pouvait répondre à l'une ou l'autre chose, mais voilà. Et puis après, c'était en lui demandant son avis. Tiens, est-ce que tu me donnerais un avis et que la chose s'est faite. Mais oui, je rêverais d'écrire des romans pour la jeunesse. Je rêverais d'écrire des romans fantastiques, des romans d'anticipation, parce que ce sont les genres que j'aime. Mais maintenant, ça, c'est une grande question, c'est est-ce qu'on est forcément bon à ce qu'on préfère? Je ne sais pas. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai fait du théâtre, j'ai eu une formation en théâtre, et puis quand j'étais gamine, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'adorais Molière, j'adorais les comédies. Mon rêve, c'était de jouer Toinette, les soubrettes chez Molière, et mon désespoir, c'est que j'étais bonne en tragédie. Bon, voilà. Allez savoir, je vais peut-être écrire un essai d'économie la prochaine fois. Oui, voilà. Mais ça, c'est très angoissant ce que vous disiez comme formule, que ce qui est le plus difficile, c'est de se confronter à ce dans quoi on est le meilleur par ailleurs. Écrire de la littérature jeunesse, alors que vous êtes une spécialiste de littérature jeunesse, effectivement, c'est peut-être plus mais oui. Là. Et donc en littérature jeunesse, qu'est-ce que je connais? Mais je connais la crème de la crème. C'est ça que je lis, c'est ça que j'adore, c'est ça que je relis en plus. Donc. Alors j'aimerais qu'on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire une fois le manuscrit terminé, une fois le manuscrit relu par Corinne Hooks et refouetté par Corinne Hooks, vient l'édition du livre. Comment s'est passé le travail avec Éric Lamirois et comment est-ce que vous le percevez, Éric Lamirois, en tant qu'éditeur? Mais Éric, je le connais, comment je vais dire, je le connais mieux comme éditeur en général que comme éditeur de mon opuscule, parce que c'est quelqu'un dont j'ai suivi le travail quand j'étais libraire, c'est quelqu'un dont j'admire le travail, je trouve qu'il est courageux, je trouve qu'il est innovateur, je trouve que justement cette idée des opuscules, un par semaine, quoi. Oui, vous êtes le 167e, je crois. 164, je crois. 164e, donc c'est inouï, quoi, quand on les... Ah bah oui. Et puis celui qui est sorti à Saint-Nicolas cette année-ci, hein, j'y tiens. Parce que quand même, c'est mon petit clin d'œil à la littérature jeunesse. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Et donc,
Non, voilà, je trouve que c'est Eric et pas seulement lui, mais lui en particulier, des éditeurs comme ça, courageux, innovateurs. Et il ne va pas dans la facilité parce que les opuscules, maintenant, au départ, il a lancé la collection, mais maintenant, c'est un opuscule par auteur. Donc, il pourrait dire, les auteurs qu'il connaît bien, bah, j'en aurai déjà un deuxième l'année prochaine. Non, 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 il va dans la difficulté, il pousse les gens. Donc, moi, ça m'impressionne, des gens comme ça m'épate. Donc oui, franchement, chapeau. Alors après, comme éditeur par rapport à l'opuscule, mais il le dit lui-même, il dit que pour lui, dans sa tête, un opuscule, c'est un pied à l'étrier, à peut-être écrire autre chose, à peut-être publier des romans ou plus grands. Donc, ben, moi, c'est simplement, je lui ai envoyé pour avis, en lui disant, tiens, est-ce que tu me donnerais un avis et il m'a dit, moi j'adore, si tu veux, je publie. Ah, merci Eric. J'étais super contente. Et puis voilà, c'est formidable. Mais il n'est pas intervenu dans le texte. En même temps, c'est un texte très court. Si ça avait été un roman plus long, je pense qu'il serait, parce que c'est un éditeur qui travaille, donc certainement intervenu dans. Alors, ma dernière question portera, avant que nous ne parlions d'une nouvelle maison d'édition dans laquelle un bruit m'est parvenu que vous aviez écrit un deuxième texte, avant d'en venir à parler de cette nouvelle maison d'édition, j'aimerais que vous me disiez le sentiment que vous inspire, vous comme autrice, à vous comme autrice, comme libraire et comme intermédiaire, ambassadrice du monde du livre. Comment percevez-vous cette situation que nous vivons depuis des mois de confinement alterné avec la possibilité de sortir ou pas de temps en temps en librairie? Comment est-ce que le Covid a influé sur le monde du livre à travers votre expérience à vous, à travers votre regard à vous? Alors, je dirais, ça dépend, ça dépend. Ça dépend pour qui, ça dépend à quel niveau. Je pense que, par exemple, pour les libraires, ça a été très positif. Donc, la plupart des libraires que je connais, qui m'entourent, avec qui j'ai parlé de ça, ont dit qu'ils avaient soit maintenu, soit même carrément augmenter leur chiffre d'affaires parce que les gens lisent plus fatalement. Le livre, c'est resté une des offres culturelles accessibles, alors que toute une partie des autres offres culturelles ont disparu. Le théâtre, le cinéma, tous les arts vivants ont disparu. Même les musées sont ouverts, mais ils ont été fermés un bon temps. Donc, qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait le cinéma, la musique et les livres, plus ou moins. Alors, tout le monde a essayé de. Mais les livres, c'était là. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se sont tournés vers les livres. Des gens, peut-être, espérons-le, qu'il y a des gens qui ne lisaient pas ou quasiment pas, qui se sont dit, tiens, mais au fond, oui, ça peut être un chouette média. Je pense que les gens qui lisent normalement, ben, ils se sont retrouvés là avec des soirées où ils allaient peut-être au théâtre. Ils se sont dit, bon, ben, je ne peux pas aller voir le spectacle, je vais m'en faire un. Je vais lire un livre de plus. Et donc, ils ont pu plus lire. Et en ça, je crois que ça a été vraiment quelque chose de positif. Et c'est quelque chose qu'il va falloir garder ou réfléchir à comment le garder. Parce que, évidemment, les choses vont reprendre. Donc, évidemment, le temps de lecture va de nouveau diminuer. Mais essayer de voir peut-être comment on pourra rappeler aux gens le bonheur qu'ils ont eu à lire plus et à lire autant pour qu'ils le gardent. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il faut aussi aller au théâtre. Hein. Donc, oui, bien sûr. Mais voilà. certains qui n'avaient pas l'habitude de lire pendant les périodes où ils auraient eu le temps de le faire ont, pendant cette période-là, découvert le bonheur de lire simplement. Le fait que Mais lire tout à est fait. quelque chose qu'ils redécouvrent ou qu'ils découvrent simplement. Tout à fait. Parce que moi, je suis entourée, comme vous l'avez dit, j'aime la littérature jeunesse, mais j'aime les ados. Donc, je fais beaucoup d'animation. Je fais encore un peu d'animation avec des ados et tout ça. Et donc, souvent, quand on vient leur parler de lire, ils disent, ah, mais moi, j'aime pas lire. Et il y a plein d'adultes aussi qui disent, ah, mais moi, j'aime pas lire. Et en fait, quand on gratte, est-ce qu'ils n'aiment pas lire? Ils ont peur de lire. Ils se disent que lire, c'est pas pour eux. Et donc, si on trouve des biais pour les faire approcher la lecture, ils y resteront peut-être plus. Bon, moi, j'ai bien ma petite idée hein, que je partage toujours volontiers, même sans qu'on me la demande. Vous ne me l'avez pas demandé. Mais bon, moi, je trouve Je vous que écoute. lire,
lire à voix haute, lire des histoires. Il ne faut pas lire les histoires que quand les enfants sont petits. Voyez. Après, parce que sinon, le livre, c'est l'objet merveilleux, l'objet transitoire, voyez, qui, maman, papa, et le livre, et moi, et c'est merveilleux. Et puis alors, le moment où on acquiert la lecture, le livre, ça devient l'objet méchant qui est, eh bien, débrouille-toi toute seule, puisque tu sais lire. Et donc, c'est celui qui va se séparer des gens qu'on aime. Donc, il faut, pour moi, réfléchir à comment faire que le livre reste cet objet transitionnel. J'ai dit transitoire tout à l'heure, c'est mal. Transitionnel et qui va être le doudou, le porteur de bonheur, le porteur de partage, parce que lire, c'est pas forcément solitaire et tout ça, tout ça. Donc ça, c'est les côtés positifs que cette situation a apporté au livre. Ceci dit, je pense qu'il y a aussi des auteurs qui ont beaucoup écrit, peut-être plus écrit qu'ils n'écriraient, en bon et en moins bon. Oui, des auteurs qui arrivent en plus. Hein. Voilà, l'avenir nous dira si ça valait la peine que je me mette à l'écriture plus ou pas. Mais donc, il y a plus de gens qui ont écrit et c'est très bien. Alors après, il y en aura peut-être qui seront tristes parce qu'ils vont rester sur le carreau. Maintenant, je ne suis pas sûre que pour les éditeurs, ça a été fabuleux et que la hausse des ventes en librairie ait coïncidé à une hausse judicieusement répartie des ventes de livres. Je crois que certains petits éditeurs ont plus souffert que d'autres parce que malgré tout, pendant le deuxième confinement, les librairies étaient ouvertes. Pendant le premier, c'était de la cueillette, comme on dit au Québec. Et donc, sur quoi on se fixe, qu'est-ce qu'on commande? Les choses qu'on connaît bien. On n'a pas le plaisir de se promener, de regarder et de se laisser peut-être aspirer par quelque chose qu'on connaît moins. Donc, j'ai peur que le côté moins beau de cette médaille soit que certains plus petits éditeurs ont beaucoup souffert. Il y en a, ça j'ai entendu aussi, qu'ils ont moins publié, qu'ils ont stoppé leur publication de printemps parce que ils ont eu peur que ça se noie dans la masse ou que ça soit écrasé par les prix qu'on avait retenus, etc., etc. Donc oui, globalement, ça n'a pas fait que du mal au livre, mais je pense il que faut c'est toujours affiner l'analyse un peu. Oui. Voilà, les plus faibles qui Mais y vont compris, je plus. pense, mais sans vouloir rentrer dans un débat sur le monde de l'édition dans la période de confinement, y compris, me semble-t-il, de grands éditeurs ont dû cibler les parutions qu'ils allaient mettre sur le marché en période de Covid pour éviter d'avoir trop de titres qui n'auraient pas nécessairement été porteurs dans les rayons des libraires avec les retours qui viendraient en Absolument, travers de absolument. l'occasion au livre d'être vendu. Absolument. Ça nous a, ça a coupé le risque, le goût du risque à certains. C'est évident. Et donc, ça nous donne aussi ce qui est bien, la chose, je dirais, si je dois résumer, si moi, hein, je pouvais donner des conseils, la chose que je résumerais, c'est de dire, si on a plus de temps, c'est positif parce qu'on lit plus, on est plus heureux et que ça, c'est le côté positif de ce confinement, c'est d'avoir eu plus de temps. Et ça, avoir plus de temps dans sa vie, ça fait du bien au livre. Maintenant, ne pas avoir le conseil direct de libraire, ça nous met en situation de vente en ligne. Alors là, c'est par des libraires qu'on soutient, et tant mieux pour eux, c'est eux qui ont fait le chiffre d'affaires, mais on n'a pas la personne, donc on n'a pas le conseil. Et ça nous montre à quel point ce conseil est essentiel et à quel point le partage, les rencontres littéraires, les réflexions, tout ce qui tourne autour du livre fait partie intégrante et essentielle de la chaîne du livre. Et ça nous a manqué cruellement. Peut-être, si vous le permettez, avant d'arriver à ma dernière question, une petite parenthèse que m'inspire ce que vous avez dit avec quoi je suis entièrement d'accord, sur l'importance de créer du relationnel par la lecture à voix haute du livre en présentiel avec un auditeur, futur jeune lecteur. Est-ce que l'édition de livres audio est un phénomène qui, à vos yeux, pourrait aussi se développer et trouver un public plus large qu'il ne l'a pour le moment, justement ces livres audio qui permettent
d'écouter le livre dans des circonstances où on peut être à plusieurs, je pense au trajet en voiture par exemple, ou à ces habitudes d'écouter que l'on a maintenant beaucoup avec des podcasts que l'on peut écouter dans beaucoup de circonstances de la vie quotidienne. Est-ce que le livre audio peut être aussi une voie, selon vous, de développement du goût de la lecture? Ah, alors vous êtes extra lucide, genre vous l'êtes, c'est clair. Je suis très très fan moi d'audiolivres. Donc j'écoute, alors que je suis, parce que parfois les gens disent oui, mais moi je lis. Ben moi je suis, comme vous imaginez, je suis une très grande lectrice, mais je suis une très grande écouteuse d'audiolivres. Et j'aime même parfois écouter des audiolivres que j'ai lus parce que c'est une autre vision. Donc, on ne va pas parler de ma vie intime qui n'a pas d'intérêt, mais comme je vous ai dit, j'habite pas à Bruxelles. Donc, comme je travaille encore à Bruxelles, j'ai fait beaucoup de trajets. Et donc, oui, moi, j'écoute des audiolivres en voiture. Et effectivement, c'est magique. Mais du coup, je n'écoute pas des audiolivres qu'en voiture. Je vais écouter, dès que j'ai les mains occupées et pas la tête, eh ben, j'écoute des audiolivres. Donc, si je prépare à manger, si je repasse, parfois quand je vais me promener toute seule, j'écoute des audiolivres. Et du coup, j'ai passé le virus à des amis et j'en parlais pas plus tard que la semaine passée avec un de mes amis à qui j'ai partagé ça. Il me disait, ben, pendant le confinement, on a beaucoup fait la queue devant les magasins. Il dit, moi, je m'en fous, j'écoutais mon polar et pourvu que ça dure la queue. C'est vrai, Et la donc, queue devant les magasins, c'est aussi des moments inutilisés, je dirais, par la tête, quoi. Et donc, on mais peut. oui, mais tout à fait. Et puis, c'est aussi, on peut retrouver le plaisir. Moi, c'est ce que je fais. Ben, maintenant, je me fais raconter une histoire avant d'aller dormir. Donc, quand je suis dans mon lit, là, c'est là que je prends les livres que j'ai déjà lus. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu puisque je sais ce qui va se passer. Et je me laisse bercer par la voix. Je Alors, vous le recommande. Déborah, on vous écouterait pendant des heures et on pourrait parler du livre, évidemment, pendant des jours et des jours avec vous. Mais j'aimerais qu'on conclue en évoquant cette nouvelle maison d'édition, parce qu'il faut saluer les nouvelles maisons d'édition. C'est un acte de courage et une entreprise qu'il faut vraiment soutenir lorsqu'elle est de qualité, comme semble l'être Les Oiseaux de nuit, une nouvelle maison d'édition de théâtre. Le premier livre est sorti avec un texte de vous, dont vous avez pris vraiment maintenant le pied, vous avez mis le pied à l'étrier et vous écrivez non-stop. J'écris non, 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 parce que c'était un vieux texte. Alors, Mais c'est racontez-moi. pas le premier recueil. Donc en fait, c'est une maison qui a déjà, donc qui n'a même pas un an. Si je ne me trompe pas, elle a dû voir le jour au mois de mars ou peut-être juste avant. Je ne sais plus si c'était juste avant, juste après le confinement, où il y a eu la première envolée, parce que Oiseau de nuit oblige, chaque sortie s'appelle une envolée. Et là, c'est la troisième qui se prépare pour le mois de mars pour fêter un an de la maison d'édition. Et à chaque envolée, je pense qu'il y a eu une dizaine de titres. Moi, je ne suis même pas dans la première envolée, je suis dans le premier recueil de textes. Donc, sinon, ce sont des pièces de théâtre ou des romans à jouer, pièces à lire, je pense, une des collections, parce qu'il y a plusieurs collections. Vraiment, je vous conseille d'aller voir le site internet, c'est très très riche, c'est très très structuré parce qu'il y a en même temps des pièces de théâtre qui ont été jouées, en même temps des pièces de théâtre qui vont être jouées. Il y a des romans qui pourraient être mis en scène. Dans le recueil dont je vous parle, ben, ce sont des textes qui ont été représentés et des textes qui pourraient peut-être être représentés. C'est vraiment une réflexion que mène Aurélie Vautrin-Ledent, donc l'éditrice, la créatrice de cette maison d'édition, qui est extrêmement courageuse, extrêmement engagée. Il y a deux collections, une pour les plus petits, une pour les ados. Alors, ce sont des textes qui peuvent être lus par les adultes, bien entendu, mais c'est vraiment quelque chose à découvrir, je trouve.
Très bien. Déborah Namblon, je propose qu'on arrête cette interview ici. D'autant plus, votre image est maintenant figée, mais le son a continué à être enregistré. Donc, je préfère qu'on termine cette première interview, quitte à revenir, je dis première interview, quitte à revenir une fois que j'aurai pris connaissance des oiseaux de nuit de cette collection, peut-être de revenir vers vous et de arrêté. Voilà, la connexion s'est arrêtée quelques Oui, instants, mais j'ai entendu jusqu'au bout ce que vous aviez eu l'occasion de dire sur les oiseaux de nuit. Je parfait. propose, alors voilà, l'enregistrement continue. Je propose que l'on interrompe ici cette interview. Je vous en remercie du fond du cœur et je recommande à tous ceux qui nous écoutent ou qui vont nous voir en vidéo Zoom de rendre visite aux éditions La Miroir et d'aller lire l'opuscule numéro 164 et puis de lire les 163 autres et ceux qui ont... Bien évidemment. Il y en Mais a déjà plusieurs qui sont sortis voilà, entre-temps. un par semaine. C'est une aventure éditoriale exceptionnelle. Et alors aussi de s'intéresser à cette nouvelle maison d'édition belge que vous avez évoquée, Les Oiseaux de Nuit, qui va peut-être faire le lien aussi avec ce que vous recommandiez de la lecture à voix haute, d'après ce que je comprends de ces romans. Espérons-le. Très bien. Eh bien, Déborah Damblon, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, à Merci, très Jean. bientôt, j'espère, en vrai, pour de vrai, comme disent les enfants. Oui. Au Merci. revoir, Jean.